Merci de nous retrouver, comme tous les dimanches, pour votre émission Toute la vérité, sur la Sen TV comme sur Zik FM. Un plaisir d'avoir aujourd'hui, pour discuter actualité, Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP. Merci déjà de nous accueillir dans cet antre que nous voyons tous les jours, puisque nous habitions la SICAP pas trop loin, mais que l'on a peut-être peu ou prou pénétré. Merci, Monsieur Kassé, et bonjour. Bonjour Birahim, permettez-moi d'abord moi aussi à mon tour de dire un bonjour aux téléspectateurs qui nous font l'honneur aujourd'hui en ce dimanche de nous regarder et vous remercier également de l'honneur que vous me faites de pouvoir échanger avec vous et dans ce cadre pour lequel je vous félicite d'ailleurs parce que c'est un cadre intéressant. Intéressant. On verra autour des différentes discussions qu'on aura sur les différents sujets qu'on va aborder. Peut-être un premier sujet déjà, ce sont les inondations. Vous êtes directeur général de la SICAP, vous avez été durant, je pense, 3 années, directeur de la SNHLM, des structures qui justement concourent à mettre en place des visions des différents gouvernants concernant la construction de maisons, d'immeubles, dans la viabilisation également de plusieurs terrains un peu partout, notamment à Dakar et sa banlieue. Comment appréciez-vous ce phénomène des inondations de cette année? On a vu plusieurs centaines de millimètres d'eau de pluie dans Dakar et sa banlieue. Certains ont dit qu'on ne s'y attendait pas, dont le chef de l'État. Oui, bon, permettez-moi dans ce cadre-là d'emprunter une autre casquette, même si vous avez raison par rapport aux promoteurs publics. Mais je pense qu'il est plus adapté pour parler de cette question que j'emprunte ma casquette d'urbaniste et d'aménagiste, mais aussi surtout ma casquette d'ancien conseiller technique du chef de l'État en charge des questions d'urbanisme et d'habitat. Parce qu'effectivement, cette station m'a permis d'être aux premières loges, je dirais en tout cas, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est-à-dire le plan décennal de lutte contre les inondations et de toute la stratégie qui a été mise en œuvre par le chef de l'État depuis son arrivée en 2012 sur cette question, qui est une épineuse question, la question des inondations. D'abord, c'est un phénomène naturel, les inondations. On peut l'entendre ainsi. Certains utilisent même le mot de catastrophe naturelle. Voilà, donc on peut l'inscrire dans une question environnementale, écologique, éco-géographique, je dirais. Parce qu'il s'agit d'un excédent d'eau dont les causes sont peut-être multiformes. Ça peut être les crues et les décrues des cours d'eau, donc autant les fleuves, les lacs et toutes sortes de cours d'eau. Cela peut provenir également de l'eau de pluie qui arrive et qui se met en rétention quelque part, où justement elle n'est pas forcément souhaitée. Parce que justement, vous savez, avec la construction de différentes infrastructures en milieu urbain, il y a un phénomène d'imperméabilisation des sols. Donc effectivement, doublé d'un système d'assainissement qui doit permettre le drainage des eaux pluviales d'un côté et des eaux usées de l'autre. Donc quand ces infrastructures font défaut dans certaines zones, on peut être confronté à ce type de problème. Ça peut être au niveau du réseau primaire ou au niveau également du réseau secondaire, on y reviendra. Mais il y a également le phénomène du dérèglement climatique, quelquefois, qui fait que soit nous retournons à des pluviométries normales, ou nous dépassons quelquefois les pluviométries qui semblent être les pluviométries moyennes que nous vivons dans notre pays. Et il y a tous ces phénomènes conjugués qui font que nous sommes en train de vivre une situation exceptionnelle. Elle est exceptionnelle d'abord. Mais prévisible. Oui, prévisible. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'alerte mais on peut. De l'année 2020. Oui, mais je comprends d'abord parce qu'il y a eu des alertes au niveau de la météo et d'autres canaux qui avaient déjà prévu effectivement la Primette, le SILS, Greenpeace, pratiquement beaucoup de structures avaient déjà. Évidemment, on a beaucoup anticipé depuis 2012, mais le phénomène est quand même assez important. D'abord, il faut comprendre que ce qui est tombé comme pluie en 3 jours, on l'assimile à une pluviométrie d'un trimestre. Donc ça veut dire que ce qui devait tomber en 3 mois est tombé en 3 jours.
bon, même si effectivement il fallait anticiper, je ne pense pas qu'on était dans des évidences aussi, enfin, en tout cas sur cette question. Mais il n'y a pas lieu aussi d'être dans une situation d'alarmiste tout le temps. Parce que ça voudrait dire que nous sommes en train de constater que nous n'avons rien fait depuis 2012, ce qui n'est pas le cas. Et je suis c'est plus des propos politiciens, à votre avis? En tout cas, cet alarmisme pour certains qui ont vite fait de dire qu'il y avait un programme décennal de lutte ou de gestion des inondations mis en place en 2012, 767 milliards sensiblement, qui doivent normalement, ce programme ou ce plan devrait aboutir en 2022 à la résorption entière de tout ce qui est inondation. Certains ont vite fait de dire que rien n'a été fait. En tout cas, c'est une atténuation forte qui est attendue. Résorption, je ne sais pas trop, parce que si on se limite à des analyses scientifiques et qu'on reste pragmatique et également réaliste, je pense que nous savons que les inondations sont des phénomènes qui peuvent nous surprendre encore. Parce que s'il s'agissait d'une question de moyens, je pense que jamais les débordements du Lez entre le Gard et l'Hérault ne poseraient de problème, tant la France a les moyens de faire face. Donc ça, c'est une question que nous avons vécue, nous, ayant fait une partie de nos études à Montpellier, dans une zone qui est sujette très souvent à ce type de catastrophe et ce type de débordement. Mais j'en reviens un peu au Sénégal et effectivement aux situations de référence. Parce que nous avons eu des situations de référence en 2005, mais aussi en 2007 et en 2009. Et nous avons encore souvenir de ce qui s'était passé et qui avait abouti à une grande initiative du président Abdoulaye Wade qu'on avait appelé Plan Jaxaay et qui avait suscité effectivement beaucoup d'espoir. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, ça s'est un peu dégonflé comme un ballon de baudruche, mais néanmoins, prenant la balle au rebond, comme on dit, le président avait demandé en 2012, suite à une situation similaire à ce que nous vivons aujourd'hui, avait demandé à ce qu'on trouve des solutions durables. Moi, c'est ce que je retiens. C'est les deux mots que je retiens en réalité, du cri de cœur du chef de l'État et des mesures qui ont suivi effectivement ce cri de cœur. D'abord, c'est le conseil présidentiel de septembre 2012, le plan Orsec, d'abord pour organiser les secours dans l'urgence, où on avait mobilisé, je crois, 5 milliards. Et ensuite, le président avait dit, c'est bien, il faut dérouler le plan Orsec pour organiser les secours tout de suite et maintenant et venir en aide aux sinistrés, mais je veux des solutions durables. Et pour il avait même annoncé en 2012 que cela ne serait plus qu'un mauvais souvenir en l'espace de 4 ans. En tout cas, ça l'est pour certaines zones. C'est un mauvais souvenir pour certaines zones. Ça veut dire qu'il faudra continuer la dynamique et que finalement, au terme du plan décennal de lutte contre les inondations, on pourra évaluer et voir effectivement ce qui a été pris en charge et ce qu'il reste à prendre en charge. Parce que si on se limite maintenant aux analyses de politique politicienne, je dirais, rien n'est fait, rien n'a été bon. Alors que, bon, finalement, je me rappelle, moi, avoir eu un débat dans le cadre d'une émission d'une de vos téléconcurrentes et d'un de vos confrères avec Ousmane Sonko en 2013, où nous avons eu 1h30 de débat en face à face. Et lors de ce débat, nous avions abordé beaucoup de questions parce qu'il était question d'analyser la situation économique. Et c'était avant le PSE, donc nous étions en train d'analyser les bons et les mauvais comptes du PSE. Et dans ce cadre-là, de sa propre bouche, il m'avait dit que sur le plateau, je pense que vous pouvez faire des recherches si vous voulez, j'entends encore la tonalité de sa voix dire, au moins sur la question des inondations, vous avez fait quelque chose. Parce que j'avais pointé du doigt à cette question. Parce qu'il me disait que lui, il disait sur le plateau que lui habite dans la zone de Cissesse, parce que moi je parlais en fait du canal reliant Cissesse à Philippe Maguilène Senghor qui a permis de régler tous ces problèmes-là dans les zones attenantes, et il me l'avait concédé. Donc comme il me l'avait concédé, ça veut dire que quand même, bon, ça veut dire qu'il y a au moins des choses qui sont faites et qui sont réelles et qui sont palpables. Et constatées par des adversaires politiques. Ben voilà, bon. Je reprends en fait les propos de notre adversaire politique qui ne s'est pas gêné d'aller sur tous les plateaux pour dire ou pour vanter les mérites en tout cas de cette politique pour sa commune.
il s'agit de celui que je respecte beaucoup, Idrissa Diallo, le maire de Dalifort, et qui a dit haut et fort que lui a été un privilégié du régime de Macky Sall parce que justement, enfin, le soleil brille à la Cité Soleil. Il n'a plus ces parce que effectivement, la Cité Soleil était synonyme de sinistre, de noirceur et d'effets sombres dès l'instant qu'il y avait quelques gouttes de pluie. Je pense que là-bas, il y a eu plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du plan décennal et aussi dans le cadre de notre projet qui est aussi important, et qui est une composante, le projet, donc le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Cet ajout-là, adaptation au changement climatique, veut tout dire parce que nous sommes dans des périodes où justement il y a des cycles de dérèglement et de règlement. Alors on peut dire que c'est un phénomène mondial qui touche également d'autres pays, notamment de l'Afrique. C'était prévisible, mais moi je veux revenir justement sur ce qui était prévisible. Il est vrai, certes, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des catastrophes naturelles, atténuées à défaut peut-être dotées de suffisamment de réseaux d'assainissement, entre autres les villes, les nouvelles villes, les grandes villes du Sénégal. Apparemment, cela, pour certains, n'a pas été fait. Il y a une nouvelle ville, aujourd'hui Diamniadio et alentour, qui pose également problème puisque le sol est meuble et ne peut pas soutenir certaines constructions, selon certains experts également, ou qui se disent experts. Est-ce que, grosso modo, on peut dire que sur le plan de l'urbanisme, de la prévision, sans parler du régime de Macky Sall, mais l'État, quelquefois, a un peu trop péché? Je peux le concéder. Et cela, depuis les indépendances, quelquefois, il y a eu, par période, peut-être plus dans certaines périodes que d'autres, il y a eu peut-être un laisser-faire. Et peut-être qu'il y avait plus de... On entrevoyait plus de marge. Parce que toute l'installation irrégulière d'une partie de la banlieue s'est faite sur 10-15 ans. Donc avec différents parce que régimes. Justement, peut-être l'État pensait que c'était un phénomène pour lequel on pouvait trouver une solution par des procédés comme la restructuration, la rénovation urbaine et autres. Je pense que c'est des bombes qui ont dû finalement exploser. C'est justement en cela que le mérite de certains, c'est d'avoir cherché à trouver des solutions durables. Le plan Jaxaay a suscité de l'espoir parce qu'il fallait sortir des ménages de zones sinistrées, de zones humides, de zones qu'il fallait requalifier par la suite et redonner à la nature. C'était une urgence déjà. Voilà, c'était une urgence. Donc c'est vrai que avec l'Agence nationale de lutte contre les inondations et l'ANLIB, je pense, qui avait d'abord été dirigé par Ababacar Diallo, que je salue parce que c'est un ancien de Montpellier. Donc c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages structurants qui ont été construits et on a démarré le programme effectivement de relogement avec Jaxaay, d'ailleurs qui n'a pas pu s'achever. Ensuite, il y a eu la continuité dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations avec le volet relogement de Tawfekh Yakar, où 1800 logements ont été construits en 8 mois et également 500 autres logements dans le cadre du plan Jaxaay en complément de l'ancien programme. Donc ça veut dire que naturellement, on va continuer encore à trouver des solutions, à injecter des fonds pour la restructuration urbaine. Parce que c'est le plus grand problème. C'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Simplement parce que lorsqu'on parle de restructuration urbaine, ça veut dire qu'il y a des zones quasi irrégulières. Non édificantes et qui sont pourtant... Peut-être pas forcément. Peut-être pas forcément. Ça peut même être des irrégularités du fait de l'habitation spontanée. C'est-à-dire qu'il peut se poser sur une même zone une question de requalification ou une question de restructuration ou une question de rénovation ou encore une question de régularisation foncière. Parce que l'irrégularité peut venir de différents secteurs ou de différents domaines. Aujourd'hui, par exemple, il y avait la question de Pikine irrégulier sud qui avait été réglée à un certain niveau, mais il faut comprendre la chose en termes de restructuration parce qu'il y a plusieurs zones qui sont occupées qu'on ne peut pas naturellement déplacer et où il faut réaliser des ouvrages qui seront dimensionnés pour le drainage des eaux pluviales et le drainage
des eaux usées. Mais quel est le rôle aujourd'hui, par exemple, de sociétés comme la SICAP, comme la SNHLM? Parce qu'on a rapidement ou durant ces quelques jours entendu certains dire on devrait même constituer un pôle d'avocats pour porter plainte contre la SNHLM, parce que dans certaines zones, notamment de la banlieue de Dakar, c'était la SNHLM qui a non seulement vendu les terrains, démarré et terminé les constructions, et que c'était des zones qui n'étaient pas dotées de système d'assainissement. Et aujourd'hui, on sait un peu les conséquences de ces constructions. Est-ce que la SICAP, la SNHLM, ont un rôle dans justement ou une responsabilité, je dirais, peut-être dans... Moi, je pense que c'est tout de même lui faire un mauvais procès que de présenter la situation ainsi. Il faut d'abord analyser tous les quartiers anciens qui ont été créés par la SNHLM et qui fonctionnent très bien. Donc, il faut dire que... La SNHLM, que je rappelle, vous avez dirigé durant... Voilà, donc il faut dire que le problème de Keur Massar est une exception dans un principe. Il faut quand même le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans cette zone entre Keur Massar, Camille Basse et autres? C'est-à-dire, la SNHLM elle-même était prête pour le réseau secondaire, parce qu'en réalité, ce qui lui incombe, c'est de réaliser un réseau secondaire. Un réseau secondaire dans son assiette de développement. Et une fois ce réseau secondaire réalisé, il se branche à un réseau primaire. C'est peut-être le branchement à ce réseau primaire qui pose un problème. Donc à ce moment-là, la responsabilité peut être partagée entre la SNHLM et d'autres sociétés concessionnaires qui doivent agir à ce niveau-là. Peut-être parce que quelquefois, on peut être dans une zone de lotissement où la station de traitement des eaux est peut-être à 30 km ou à 40 km et la société de promotion immobilière n'a pas l'attitude à construire le réseau de branchement, qui est un réseau primaire à ce moment-là, qui part de son lotissement pour aller à la station de traitement. Donc, pour moi... Ces différentes structures, voilà. Il doit y avoir une collaboration. C'est pour cela que, la SICAP, le programme décennal est important, en ce sens où le président avait demandé, au-delà du fait qu'il y avait un programme décennal avec un chiffre prévisionnel prévu, une enveloppe dégagée et tout, il fallait harmoniser le cadre d'action. C'est-à-dire qu'il y a une gouvernance institutionnelle à mettre en place et il y a eu la meilleure avancée depuis notre indépendance sur cette question-là avec un cadre de concertation, parce que souvent il y a une réunion de la grande commission de gestion des inondations qui établit la matrice d'action prioritaire. Et dans cette matrice, lorsque cette matrice d'action prioritaire est établie, tous les services qui doivent agir dans le secteur sont présents. Le service national d'hygiène, le groupement des sapeurs-pompiers, la direction de la protection civile, la SNHLM, la SICAP, l'ONAS, et puis les structures gouvernementales. Toutes les structures sont représentées pour que la matrice soit mise en place. Et c'est cette matrice, en réalité, qui permet de préparer l'hivernage. Alors que lorsqu'on déclenche, comme on l'a dit tout à l'heure, le plan Orsec, c'est pour faire face, pour parer effectivement au plus pressé, je dis, parce que justement on patauge dans les eaux. Et aujourd'hui, l'urgence est d'abord de sortir, de les mettre au sec, de pomper les eaux. Sortir les populations qui sont aujourd'hui à Keur Massar, un peu partout dans la banlieue de Dakar, mais également dans les autres régions. L'urgence, c'est de les sortir de l'eau. Ça fait presque maintenant une semaine, jour pour jour, que le plan Orsec a été déclenché, déjà annoncé par le chef de l'État, déclenché par le ministre de l'Intérieur. Beaucoup de populations, aujourd'hui, se posent une première et seule question: où est-ce qu'on va, puisqu'il n'y a pas encore eu, sur le plan fonctionnel, quelque chose qui a bougé, notamment dans la banlieue, je pense où les gens se posent des questions. Je pense que les choses quand même se mettent en place, parce que j'ai eu le plaisir d'écouter hier le ministre de l'Intérieur faire le point sur l'état d'avancement du pompage. D'abord de l'évaluation, parce qu'avant de faire des actions, il faut d'abord évaluer, voir si les personnes peuvent rester dans ces zones-là, parce que naturellement, il y a dans ce genre de situation des personnes qu'il va falloir déplacer provisoirement en attendant de traiter les eaux, parce que les eaux, il faut les traiter en amont, mais aussi il faut les traiter en aval, parce que c'est bien de les pomper, mais il faut les déverser, il
faut trouver également des exutoires ou des bassins de rétention ou des marigots. On a parlé du marigot de Mbao, effectivement. Où il faut effectivement faire un travail en amont et avoir également un travail de pompage en amont et un travail de réception des eaux en aval. Donc, mais ce que je dis encore une fois, quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, qui est la personne la plus indiquée parce qu'il coordonne effectivement le plan Orsec, quand je l'ai entendu faire le point, je me suis dit que les opérations se déroulent. Ça ne va pas se dérouler en 2-3 jours, mais je pense que d'ici une dizaine de jours, avec l'enveloppe de 10 milliards qui a été dégagée, dont 3 destinés au volet social, je pense que les motopompes seront disponibles, le carburant, les hommes qu'il faut sur le terrain pour effectivement permettre de soulager la détresse des personnes sinistrées. Pendant ce temps, sont encore, pour la plupart, on l'a vu dans plusieurs images, par exemple à Keur Massar, qui sont toujours dans les maisons inondées, qui préparent C'est sûr que ce n'est pas un travail d'un jour, Birahim. Ce n'est pas un travail d'un jour, parce qu'effectivement, le volume qui est tombé est important. Donc, il ne faut pas oublier que Sokone a reçu 217 mm d'eau. C'est énorme. C'est-à-dire ça c'est peut-être ce que Sokone reçoit en un an et qui reçoit en 2 jours. C'est pour une zone qui est à l'équilibre écologique assez précaire. On connaît effectivement Sokone qui est déjà entouré d'eau. C'est d'autres zones également comme Linguère, comme Touba ou autres qui ont reçu quand même des volumes importants. Donc ça va être un travail fastidieux, mais je pense que les gouverneurs, l'administration territoriale et l'ensemble des acteurs concernés sont à pied d'œuvre pour effectivement trouver des solutions idoines dans des délais qui peuvent être appréciables. Alors des politiques notamment, je dirais, de l'appareil d'État ou du parti au pouvoir, certains ont pointé du doigt justement une responsabilité des populations dans une certaine mesure, puisque les travaux de l'ONAS ou la canalisation obstruée par le fait de citoyens sénégalais. Que pensez-vous de cette responsabilité attribuée à des citoyens sénégalais qui présentement sont quand même touchés par ces inondations? Oui, c'est le moment. C'est le moment en réalité de poser également une réflexion qui engage les citoyens dans leur propre responsabilité. C'est-à-dire la perception que les citoyens ont du bien commun, du bien partagé, du bien public. Aujourd'hui, on a vu l'aménagement des ronds-points, on a vu qu'il y a des efforts qui sont faits dans la création d'un cadre de vie, on a vu le travail que l'UCG est en train de faire pour effectivement la propreté de nos villes. Mais maintenant, quelle est la responsabilité des citoyens? Parce qu'effectivement, quelquefois, on se retrouve avec des canalisations où obstruées par du fait qu'on vient y mettre toutes sortes d'immondices qui bloquent quelquefois justement le passage de l'eau. Les grilles avaloirs qui ont leur rôle à jouer quelquefois sont arrachées et fondues pour faire des marmites et autres effets et ustensiles de cuisine. Certains citoyens nuitamment font des branchements clandestins pour se soulager justement quelquefois dans le réseau de l'ONAS, alors qu'il faut des autorisations préalables, des études et un système de drainage gravitaire, donc un calcul d'angle et autres, pour pouvoir éviter la remontée des eaux et tout ce qui s'ensuit. Donc ce sont aussi des choses qu'il faut, des comportements qu'il faut, voilà, des comportements qu'il faut. Oui, j'entends bien, mais c'est également des choses comme vous me le demandez, c'est des choses qu'il faut dénoncer et pour lesquelles il faut trouver des solutions. S'il faut faire des spots radio, les multiplier, des spots télévision, réintégrer encore peut-être dans le cadre de l'éducation civique au niveau de l'école pour que dès le bas âge, on puisse avoir... Parce que nous, j'ai souvenance que lorsque nous étions au collège et au lycée, nous avions des cours d'éducation civique qui nous ont été très bénéfiques dans la perception que nous devons avoir et le regard que nous devons avoir sur le bien public, ce qui est commun, ce qui est partagé et qu'on ne doit pas qualifier juste de mbed de bourg, comme on dit, où chacun peut s'adonner à ce qu'il veut parce que c'est un res nihilus, donc
Je me rappelle une chose sans maître, comme on le chef de l'État Macky Sall a réinstauré, par exemple, c'est lundi de levée de couleur, justement, pour l'aspect éducation civique pour les populations sénégalaises. Monsieur Mamadou Kassé, nous allons revenir dans un instant. Nous marquons une courte pause pour la page commerciale. Toute la vérité se poursuit dans un instant. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous sommes toujours avec Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP, ancien de SNHLM, que vous avez dirigé durant 3 ans. Je l'ai rappelé également, conseiller technique, urbaniste et en urbanisme habitat. On parlait de la gestion des inondations. Le programme décennal de lutte contre les inondations, Mamadou Kassé, c'est un programme pour 10 ans, démarré en 2012, en tout cas selon les experts qui ont un peu travaillé autour de ce programme. Il nous reste 2 ans. Est-ce que ce n'est pas insuffisant justement pour faire face, ou en tout cas, n'y a-t-il pas un problème de communication et d'explication autour de ce programme, même si on sait que le chef de l'État a demandé un rapport détaillé sur le mécanisme et le fonctionnement de ce programme? Mais on va attendre le rapport détaillé pour avoir justement les éléments d'appréciation pour savoir exactement l'état des débours, déjà, pour savoir qu'est-ce qui a été réellement dépensé et quelle est l'affectation qui a été faite de ces dépenses sur les différents postes. Je crois que c'est l'appréciation que nous attendons. Donc, comme le président en a fait la demande, je pense que ce sera produit. Mais naturellement, le chiffre de départ était prévisionnel. Et quand un chiffre est prévisionnel, on peut être dans une prévision, je dirais, juste, au-delà ou en deçà. Après, c'est les erreurs qui sont quand même assez... Après, c'est les... Et puis, il y a d'autres choses qui surviennent par la suite, qu'on découvre, qui font que les budgets peuvent être réadaptés à la hausse ou à la baisse. Par exemple, je pense qu'il y a des phénomènes que nous avons vécus qui n'étaient pas prévus lorsque, justement, il y avait cette prévision. Aujourd'hui, le coronavirus a changé, par exemple, l'ensemble des évidences que nous avions, et également plombé quasiment toutes sortes de prévisions. Nous sommes obligés quasiment de nous réadapter à la situation. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est la nature qui est ainsi faite, la vie, elle est ainsi faite. Donc, à l'évaluation, nous saurons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été réellement fait a permis, malgré les volumes importants enregistrés, d'avoir un drainage naturel. Et effectivement, on peut dire que ces points noirs ont été levés. Parce qu'il y avait des points noirs et des points névralgiques en temps de pluie qui étaient en permanence, je dirais, relevés ou soulevés lorsqu'il y avait ce type de situation. C'est la RN1 hauteur Cambérène, c'est le rond-point Casby, c'est Philippe Maguilène Senghor, c'est CICES, c'est aussi la Cité Soleil, c'est les problèmes autour de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, surtout la zone de Darussalam 1 à 9. C'est Ndiago Bar, c'est Nietimbar, c'est Tali Diallo, c'est pas mal de zones, Djouma Marène, pas mal de voilà, donc, voilà, quelque peu, parce que aujourd'hui, quand même, il y a des ouvrages qui ont été réalisés, par exemple, à Wakhinane, dans la zone de Médina Gounass, sur la RN1, au niveau de Dalifort, où effectivement il y a réellement eu des avancées. Par exemple, sur Diamaguène Sicap Mbao, par exemple, il y a eu le programme d'atténuation des effets indus des inondations, cofinancé avec la Banque islamique de développement à hauteur de 19 milliards, qui a fait déjà une partie du travail. D'ailleurs, je pense que sur le PDIS 2, je crois qu'il y aura effectivement la prise en charge de ce qui reste à faire à ce niveau-là. Et ça va aller crescendo. Naturellement aussi, dans les régions, il y a eu des avancées. Je pense que à Kaolack, ce sont toujours ces demandes des inondations qui reviennent pratiquement à chaque hivernage. Ça dénote en tout cas de ce qu'il reste à faire. Mais je pense qu'il y a des zones aujourd'hui qui étaient sujettes à des inondations
très 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 exposés d'ailleurs, des zones comme Bambey, mais c'est des personnages comme Aïda Mbodj qui affirment effectivement que avec la réalisation du système d'assainissement, du bassin d'infiltration et d'autres travaux qui ont permis de sortir Bambey des eaux de manière récurrente. Ensuite, il y a Touba également. Parce que moi, je me rappelle d'un déplacement, parce que j'ai été de quasiment tous les déplacements qui avaient été faits entre 2012 et 2013 pour constater. C'était une année d'inondation, je rappelle. C'était une année d'inondation parce que la mosquée elle-même, elle était carrément, les alentours de la mosquée étaient inondés. Donc nous nous étions déplacés avec l'ancien Premier ministre, le premier Premier ministre de Macky Sall, et également le ministre Oumar Gueye qui avait en charge l'assainissement et tous les services. Nous avions fait le déplacement à la station de Kernian, mais aussi à la station de Touba Mosquée et de Marché Ocass. Mais le plus important et qui a été réalisé après dans le cadre du ministère de la Restructuration et des zones et d'aménagement des zones d'inondation, c'est l'excavation, en tout cas l'élargissement du bassin d'infiltration de Dar Rahman qui permettait effectivement de reprendre les eaux en aval qui étaient pompées depuis Touba Mosquée. Vous parlez de ces différentes zones, notamment à Touba, peut-être qui ont moins de difficultés sur le plan des inondations. En 2012, vous avez rappelé que c'était une période d'inondation, comme en 2005. En 2012, le président Abdoulaye Wade avait décidé de la suppression de certaines institutions, justement pour faire face... Abdoulaye Wade ou le président Macky Sall, autant pour moi, pour faire face à ces difficultés liées aux inondations. Moins d'inondations peut-être en 2012, peut-être un peu plus en 2020. On va peut-être pas faire comparaison, n'est pas forcément raison. Ne faudrait-il pas, comme certains le demandent, la suppression de certaines institutions jugées budgétivores au Sénégal pour faire face à cette situation? Non, mais d'abord, il faut analyser le contexte. On était dans un contexte de renouvellement d'une institution. Donc la question se posait de savoir s'il fallait la renouveler ou pas. Donc le choix était vite fait. Mais entre-temps, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et puis des investissements importants ont été faits et des questions ont été réglées. Maintenant, il reste à régler des choses. Je pense que quand le plan décennal a été adopté dans sa partie urgence qui faisait à peu près 66 milliards, beaucoup de bailleurs se sont manifestés positivement pour accompagner effectivement l'État du Sénégal dans le financement de tout ou partie effectivement de ce plan. Je pense que c'est encore je dirais d'actualité et qu'aujourd'hui je pense qu'on a moyen de trouver les ressources là où il faut pour régler nos problèmes. Donc supprimer des institutions entre guillemets budgétivores n'est pas une solution opportune selon vous, n'est pas une solution. Bon, vous les jugez budgétivores, pour certains, mais moi j'estime tout de même qu'elles sont des institutions importantes pour le fonctionnement justement de notre nation, parce que nous avons besoin de ces conseils, de toutes ces compétences à tous les niveaux pour que effectivement la démocratie soit sauve, l'administration soit sauve, que la République soit sauve également. Une République qui aujourd'hui est confrontée à toujours ces inondations, avec une certaine politisation à outrance, c'est ce que certains annoncent, des hommes politiques, notamment de l'opposition. On a même vu la première dame se rendre dans certaines zones inondées, notamment à Pikine. Certains ont vite fait de voir une image qui n'est pas belle, d'une certaine politisation de difficultés des populations aujourd'hui. Que pensez-vous de ceci? Moi, je pense que la première dame, et je salue d'ailleurs son action dans le domaine social et dans son rôle. Elle a sa fondation qui agit dans ce cadre-là, venir en aide aux populations, qu'il y ait des situations exceptionnelles ou non. Parce qu'en permanence, sa fondation est au chevet des populations et fait du social. Donc lorsqu'on a une situation comme ça à grande échelle, je pense qu'il est naturel, d'abord pour ce qu'elle représente, parce qu'elle est tout de même la première dame. Donc il y a la symbolique de son déplacement qui a été bien vue par les populations et bien appréciée. C'est valable pour les autres hommes politiques, voilà, même ceux de l'opposition. Je pense même que le président a appelé à la concorde et à la solidarité nationale, ce qui semble en fait correspondre en tout cas à la situation que nous vivons. Mais il ne peut pas manquer dans ce cas-là de personnes qui veulent jouer
des deuxième ou des troisième tours inexistants de scrutin déjà dépassés. Vous pensez à qui fondamentalement Ousmane Sonko? Non, ouais, par exemple, je trouve que sa déclaration était un peu inopportune et qu'aujourd'hui, les citoyens qui sont dans l'eau ont besoin d'autre chose qu'on profite de leur situation pour gérer des intérêts personnels. Je crois que le Sénégal est une démocratie, c'est une république qui se respecte et nous avons justement un calendrier calé pour en tout cas le choix des citoyens, de ces dirigeants et des personnes qui sont censées imprimer la bonne marche de nos institutions. Voilà, donc, je pense que l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle, les citoyens se sont exprimés et largement exprimés, ont fait leur choix. Je pense même que la participation a été excellente ou énorme, en tout cas a dépassé toutes les prévisions, dans le sens positif. Donc du coup, je pense que vouloir jouer un troisième tour en s'appuyant sur la détresse des populations me semble tout de même en tout cas une démarche plus ou moins honteuse pour un politicien. Oui, vous me donnez la transition justement pour parler d'élections, puisqu'on va vers les élections locales de 2021. Si elle se tiendra à date, c'est peut-être la question. Mais revenons sur ce dialogue politique qui a été lancé, dialogue national déjà, avec la commission politique qui a bouclé déjà ses travaux remis au président Famara Ibrahima Sagna, qui, je pense, l'a déjà même remis au chef de l'État Macky Sall. Grosso modo, vous l'avez suivi avec vos plénipotentiaires au niveau du comité. Comment appréciez-vous ce qui a été fait? Il y a eu de bons points, il y a eu également des points d'achoppement autour de ce dialogue. C'est le principe de tout dialogue, hein. Donc c'est le principe même de la démocratie, c'est-à-dire il faut, dans les choses pour lesquelles nous avons trouvé des convergences, s'en féliciter et espérer que d'ici à ce que le dialogue soit clôturé, les points d'achoppement puissent être levés au moins par des compromis. Parce que la démocratie aussi, c'est au-delà du cadre réglementaire, du cadre légal, institutionnel, réglementaire, c'est aussi des compromis entre des acteurs qui partagent le jeu politique et ses règles. Un des points d'achoppement, par exemple, c'est le cumul chef d'État, chef de parti. Mais bon, c'est un point d'achoppement, vous l'avez dit. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que... C'est une donne qui ne va jamais changer au Sénégal. Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas quelle va être la position finale déterminée. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je ne vois pas en quoi être chef de parti est gênant pour être chef d'État, étant entendu que... C'est un chef d'État qui devra étant entendu que souvent, on a besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner. Et cette majorité, on la puise d'un espace politique qui s'appelle effectivement une coalition ou un parti ou une coalition de partis. Et puis il faut aussi qu'on puisse gouverner dans nos traditions. Ce sont nos traditions. Donc bon... Qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ce sont des traditions. Moi je pense que les personnes qui se sont mises autour de la table sont des personnes assez aguerries, qui ont des parcours politiques importants et très forts. Donc, d'un côté comme de l'autre, on voit des personnes qui peuvent être des voix crédibles dans la politique. Mais les avis peuvent diverger. Alors, un autre point, il s'agit de celui du chef de l'opposition, ou le statut de l'opposition. Vous avez également votre opinion sur ce point? Bon, moi, mon point de vue logique, c'est que effectivement l'opposition, vu la nature du régime, parce que nous sommes quand même dans un régime parlementaire, un régime présidentiel, avec tout de même un parlement fort, parce que on n'a jamais connu de parlement peut-être qui était à l'opposé du régime. Ça peut donner peut-être ce qu'on appelle la cohabitation qu'on a jamais connue. Mais je pense que le grand temps de notre démocratie, c'est le temps de l'élection présidentielle, où on s'exprime effectivement. L'élection contestée, je me rappelle, oui, pour 2019 en tout cas. Ceux qui l'ont contesté, ce sont les Idrissa Seck. Contesté ou mauvais perdant, je ne sais pas, moi, c'est selon. Selon l'appréciation. Moi, je pense que c'est une élection tellement régulière que le troisième tour social qu'on nous avait
prédit n'est jamais arrivé. Je pense qu'ici, le Sénégal est une démocratie majeure. Oui. Les citoyens sont des citoyens mûrs qui votent depuis plusieurs années, qui respectent et qui tiennent à leur démocratie. Donc, ils savent s'exprimer. Ils savent voter. Ils votent maintenant. Bon, lorsque le choix ne s'est pas porté sur vous, il faut aller retravailler, à élargir sa base, parfaire son projet et puis revenir. Quand l'occasion se présentera. C'est cela la démocratie. Mamadou Kassé, je le rappelle, vous êtes politique également. Vous avez des ambitions pour votre fief Tambacounda? Oui, mais toujours dans le cadre de notre parti, l'Alliance pour la République. Parce que moi, j'ai choisi l'Alliance pour la République. C'est le président qui donne effectivement les orientations, mais nous imprimons notre marque au niveau local, et tout homme politique au niveau local, naturellement, a de l'ambition. L'ambition de contrôler au moins un exécutif local. Pour l'instant, nous y participons à ces exécutifs locaux, parce que je suis moi conseiller municipal et conseiller départemental de Tambacounda. Donc pour déjà un mandat, à la fin de ce mandat-là, pourquoi pas effectivement, avec la confiance du parti, de la coalition et du chef de l'État, briguer la mairie. Je pense en avoir... Mais tout se fera dans la discipline de parti, parce qu'on a vu certains dans votre parti, l'APR ou dans la coalition, fouler au pied justement cette discipline pour dire que avec ou sans le parti, j'irai à des élections. C'est le cas par exemple pour Dakar, capitale du Sénégal. Bon, moi je crois que j'ai toujours été indexé comme d'ailleurs un trop discipliné du parti. Mais c'est ma conception de la politique. Et c'est également ma conception de mon compagnonnage avec le président de la République. Parce que lorsqu'on a un chef, il faut savoir aussi adopter ses postures et apprendre de ses postures. Le président de la République a toujours été un discipliné de parti, mais un grand travailleur à la base. Il croit au travail à la base. Donc il appellera aux différentes sensibilités, il jaugera en fonction des informations qu'il aura à sa disposition, et il fera des choix en tant que chef. Et nous espérons simplement que notre travail retentira devant lui, rejaillira lorsque justement il fera les choix et qu'il consultera pour savoir exactement quelles sont les personnes qui doivent être les plus indiquées pour diriger notre coalition à ce niveau-là. Moi en tout cas, je souhaiterais diriger notre coalition parce que j'y crois. Nous avons fait un travail, nous avons accompli d'excellents résultats que nous n'avons jamais eu à Tambacounda, autant dans la région que dans les différents départements. Mais je pense que quand il arrivera l'heure des choix, nous saurons en grand, au niveau local, trouver les bonnes alchimies, les bons dosages pour justement être dans la ligne qui est définie par le parti, par la coalition. Voilà. Mais moi, je le dis encore une fois, j'adopte la posture du chef de l'État, qui est une posture de responsabilité, une posture de discipline de parti, une posture de conviction et une posture d'engagement et de loyauté. Oui, faudrait-il déjà que les élections se tiennent à date? C'est aussi la grande question aujourd'hui, malgré le dialogue politique. 2021, certains de la paire ou de la coalition Benno Bokk Yakaar estiment que les élections ne peuvent pas se tenir, en tout cas techniquement, entre autres avec cette situation de pandémie, aujourd'hui exacerbée par les inondations, à date à savoir avant la fin du mois de mars 2021. Non, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On a appelé au dialogue. Lorsqu'on appelle au dialogue, on appelle l'ensemble des acteurs. Et ces acteurs ne sont pas forcément d'accord. Et chaque coalition ou chaque camp qui s'oppose envoie des plénipotentiaires. Et les gens discutent de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire les règles du jeu. Mais effectivement, le respect du calendrier, ou la date en tout cas des élections, fait partie également des règles du jeu. Mais au préalable, selon les demandes ou les ajustements de ceux qui sont opposés au processus, dépendra maintenant la date à définir. Donc moi je suis suspendu, aux décisions issues en tout cas, aux décisions qui seront prises et issues des propositions naturellement de ce qui était en train de discuter. Parce que la majorité. Voilà, bon, on dit que l'opposition demandait un audit
du fichier électoral et même une reconsidération du processus. Mais ça, logiquement, ça demande du temps. Moi, je ne suis pas un spécialiste des élections, mais je dis logiquement, ça demande du temps parce que même dans les dispositions de la sous-région, réglementaires ou légales, en tout cas, il y a apparemment il faut un délai de 6 à 8 mois pour l'organisation d'élections. Voilà, bon, il y a tout ça à prendre en compte pour voir si effectivement, est-ce qu'il est réaliste de pouvoir imaginer, mais je pense que tout de même, l'idéal, c'est de ce qu'il faut retenir, le calendrier. C'est d'abord de tenir des élections où on aura le plus de consensus possible. Zéro contestation. Pour qu'après, il puisse y avoir zéro contestation, parce que justement, c'est ça aussi l'évolution naturelle de la démocratie. Alors, nous allons peut-être revenir sur cet antre qui nous accueille aujourd'hui, la SICAP, mythique, je le dirais, puisque qui date de presque 70 ans. Elle a 70 ans. Elle a 70 ans. Les quartiers construits par la SICAP, par exemple, aujourd'hui, sont pas du tout, ou presque pas du tout touchés par les inondations. Quels sont les projets de Mamadou Kassé, les réalisations aujourd'hui de cette SICAP que vous dirigez? Ce n'est pas de la publicité, je le rappelle. Je suis avec le directeur général de la SICAP. C'est normal. Le simple fait d'être là, c'est une publicité pour la SICAP. Bon, je pense que la SICAP, j'ai l'habitude de le dire, elle a 70 ans et elle a toutes ses dents. Et je le dis parce que c'est un modèle de référence. Dans le sens où aujourd'hui, quand on constate avec les situations de pluviométrie exceptionnelles que nous avons eues, que le réseau draine tout de même et que nos cités sont les moins touchées. En tout cas, elles ne le sont quasiment pas. Donc ça veut dire que le modèle de la SICAP est un modèle à perpétuer. Et nous travaillons à cela. Nous travaillons aujourd'hui à perpétuer ce modèle, à réinscrire, tel que nous l'a demandé le chef de l'État, la SICAP dans sa mission classique. Sa première mission, c'est d'abord de construire des cités décentes, viables et vivables. Donc, où on peut admettre autant la mixité fonctionnelle que la mixité sociale. C'est ça le avec le un but. bon réseau d'assainissement différent. Oui, non, mais quand je dis la mixité fonctionnelle et la mixité sociale, tout est dedans. C'est-à-dire que c'est la nature des équipements qui sont enterrés et qui sont aussi visibles. Quand vous prenez n'importe quel quartier de la SICAP, je prends aujourd'hui les deux voies qui partent du rond-point Jet d'eau jusqu'au terminus de Liberté 5. Vous voyez la nature des équipements qu'il y a à gauche et à droite. Vous avez un commissariat, vous avez le groupement des sapeurs-pompiers qui a son camp, vous avez une église, vous avez une mosquée, vous avez le service des passeports, vous avez des administrations, vous avez des bibliothèques. Et tout ça dans un même cadre. Et le réseau d'assainissement également suit, tout enterré. Donc ça veut dire que c'est un modèle qui est viable. En plus, vous avez aussi des espaces verts et des espaces communs qui peuvent favoriser la promenade, la rencontre et également, je dirais, l'émulation. Donc naturellement, pour moi, ce sont des modèles que nous devons reproduire à nouveau. Même si on doit fouiller notre histoire, revenir sur certains principes, nous le ferons pour que effectivement ce modèle puisse se perpétuer. Alors, la SICAP, il y avait un système de location-vente. Je ne sais pas si ce système est revenu ou où est-ce que vous en êtes par rapport à ces Sénégalais qui voudraient peut-être avoir une concession, puisque c'est quand même une question de décence pour les Sénégalais d'avoir une maison quelque part avec la SICAP, avec la SNHLM ou d'autres structures. Où est-ce que vous en êtes avec cette location-vente? La location-vente, elle existe toujours et elle a encore de beaux jours devant elle. Seulement, nous devons l'intensifier. Et je pense que c'est tout le sens de notre participation au programme des 100 000 logements, où effectivement nous nous engagerons sur une production en numéraire, mais nous nous engagerons également dans les conditions d'accession à la propriété. Parce qu'il s'agit de primo-accédants qui ne sont pas souvent d'ailleurs des primo-accédants qui ont un revenu régulier. Ce ne sont pas des salariés. Voilà, exactement. Ça peut être des salariés avec des revenus en tout cas inférieurs ou égaux à 450 000 francs, qui soient des revenus réguliers ou irréguliers en principe.
Donc naturellement, il faudra imaginer un système d'accompagnement qui puisse leur permettre également d'accéder sur une durée. La location-vente, ça a été le système le plus usité pour les cités que la SICAP avait construit, mais elle continue par exemple, à perdurer dans une cité chez nous qui s'appelle Mbao-Villeneuve, où on a encore un système de location-vente, mais il est difficile d'appliquer la location-vente lorsque le foncier a été acquis sur fonds propres et que le financement qui a permis effectivement de construire ces logements ne s'est pas fait sur une période longue et n'a pas eu lieu avec un taux d'intérêt qui est favorable. C'est difficile dans ces conditions-là d'appliquer la location-vente. Donc il y a deux conditions. C'est pour cela d'ailleurs que nous pensons que dans la définition du contrat d'objectifs et de moyens que le président nous a demandé d'initier et de signer avec l'État du Sénégal, nous pensons que si le foncier nous arrive à titre gracieux, ce qui est en cours, et que nous sommes accompagnés dans le montage de nos dossiers financiers et avoir des financements à des taux raisonnables et dans des périodes assez longues, et que la fiscalité dans ce cadre-là de la production de logements sociaux est ajustée, tel que c'est prévu, il est naturel que nous pouvons appliquer la location-vente pour que sur 5, 10 ou 15 ans, les Sénégalais puissent acquérir. Mais c'est un système en tout cas qui est déjà là et qui est appliqué autant par la SICAP que la SNHLM et autant sur les logements que sur les terrains. Les Sénégalais ont un autre problème, notamment ceux qui vivent à Dakar, c'est le coût du loyer. Il y a une loi justement pour ramener ce coût du loyer à des proportions, je dirais, justes, mais qui n'a pas été suivi d'effet puisque beaucoup de propriétaires de maisons ont vite fait de ramener ces coûts du loyer à un taux exorbitant pour certains. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que la SICAP a un rôle à jouer justement dans cette perspective? Vous savez, cela, en fait, la loi, c'était une volonté du chef de l'État et une ambition d'ailleurs de soulager encore une fois les consommateurs dans ce volet qui est important, c'est-à-dire la location. Mais je reviens au rôle de la SICAP et ce qui nous a amené à cette situation. Vous savez, la SICAP et la SNHLM avaient un stock de locatifs qui permettait de réguler le marché en quelque sorte parce que le stock était assez important, un parc locatif important qui faisait de la SNHLM et de la SICAP des bailleurs sociaux importants. Alors, à un moment donné, la stratégie, c'est un peu avant 2000, la stratégie de l'État a été effectivement d'aliéner ce stock locatif pour faire de ces locataires des propriétaires. Mais effectivement, on a déréglé en même temps le marché de la location. Tout à fait. Mais en plus de cela, il y a eu l'arrivée des privés. L'arrivée des privés avec effectivement la construction de nouvelles unités d'habitation. Et dans cette construction-là de nouvelles unités d'habitation, des loyers qui ont eu une croissance, je dirais, vertigineuse. Donc le marché s'est complètement déréglé et les deux régulateurs qui étaient les sociétés immobilières publiques n'ont pas pu effectivement résister. D'abord par la force de l'ajustement structurel, par un désengagement progressif de l'État et également par l'aliénation du parc locatif. Mais aujourd'hui, nous sommes en train, à la SICAP, de travailler à faire revenir un parc locatif fort parce que justement, il y a une demande. Elle est très forte aussi. Elle est très forte. Il y a une demande de location, mais dans le social pur. Alors, on aura sûrement une autre opportunité de parler de ce locataire que moi-même je suis et sûrement mon cadreur et surtout mon ami et frère Falouma. On aura une opportunité, Mamoudou Kassé. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez offerte de discuter autour de ces différentes questions. Merci à vous. Merci bien Birahim. Je réitère encore mes propos de départ. Ça a été un honneur de participer pour la deuxième fois à cette émission Toute la vérité, que je suis tout le temps avec beaucoup d'attention et je vous félicite vraiment pour l'excellent travail que vous abattez dans votre paysage. C'est le paysage médiatique, non? Oui, c'est voilà, ça, médiatique. Merci à vous, Mamoudou Kassé, qui était notre invité dans Toute la vérité, que vous pouvez suivre et sur Sen TV et sur Zik FM. N'oubliez pas nos applications des médias
toujours sur Play Store, Apple Store. Merci à vous. Dimanche prochain, un autre invité pour un nouveau numéro.